Bonsoir à tout le monde. Merci d'assister à cette séance de la M3C Academy où on va parler d'une petite structure qui est importante dans notre spécialité. Et justement, il y a eu beaucoup de conversations au sein de notre réseau pour savoir ce qu'était une cardiopathie simple ou une cardiopathie complexe. Et ce soir, on a intitulé la séance canal artériel simple ou complexe. Et je vais commencer, avant de parler de procédures interventionnelles qui seront faites par Zakaria Jalal de Bordeaux et par Giti Milani de Necker. Je vais parler des anomalies rares du canal artériel. Vous allez voir qu'on va discuter de différents aspects qui pourront avoir des conséquences pratiques pour les deux topos qui suivront immédiatement après celui que je vais faire. Donc, bien sûr, on va parler du canal artériel et vous connaissez tous cette structure. Je ne vous en rappellerai pas la localisation habituelle ni la fonction pendant la vie fœtale et après. Simplement, un petit détour par l'anatomie pour savoir de quoi on parle et aussi pour fixer les choses pour les anomalies rares dont on va discuter ultérieurement. Le canal artériel dérive du sixième arc aortique, comme vous le voyez, et chez les mammifères, la crosse est à gauche, en tout cas chez l'être humain, elle est du côté gauche, et le sixième arc va donner, une fois que les autres arcs auront régressé, le canal artériel et en gros la partie terminale du tronc de l'artère pulmonaire, un peu d'origine de l'artère pulmonaire droite et un peu d'origine de l'artère pulmonaire gauche, ou autrement dit la bifurcation. Si on regarde maintenant ce qui se passe au cours du développement, vous voyez symbolisé par différentes couleurs les différents arcs. Suivez l'arc rose qui est le sixième arc et vous voyez qu'on va aboutir dès la 7e semaine quasiment à la distribution que je vous ai indiquée sur le schéma de tout à l'heure, et puis ensuite à la 8e semaine à une anatomie que vous connaissez tous avec l'ensemble des dérivés des arcs qui n'est pas l'objet de mon propos d'aujourd'hui, avec le canal artériel en rose qui, comme vous le savez, va se fermer après la naissance. Ces anomalies des arcs aortiques sont importantes au cours du développement embryonnaire et on sait déjà depuis les premiers poissons, entre guillemets, en tout cas Amphioxus, qu'il y avait une segmentation des arcs branchiaux qui correspondent en fait aux branchies de l'animal, même chez les animaux qui avaient des cœurs tubulaires comme Amphioxus. Et quand on prend le poisson zèbre ou même n'importe quel poisson, à droite c'est un schéma de poisson zèbre, enfin un schéma, c'est un film de poisson zèbre, vous voyez qu'il y a effectivement les arcs aortiques, les deux aortes et la structure qui ressemble au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Sur le plan évolutif, les arcs branchiaux ont évolué de façon différentielle. À gauche, c'est le seul schéma qu'il y a dans le livre d'origine des espèces de Darwin, et à droite, c'est un clade, ou en tout cas un arbre phylogénique. Et vous voyez que si on commence par les requins et les téléostéens, qui sont les poissons que vous mangez le dimanche, ou le samedi, ou le vendredi, comme vous voulez, eh bien, on évolue ensuite avec des animaux qui vont avoir des poumons et des branchies pour le lungfish, qui est le dipneus, le poisson qui est sorti de l'eau, en gros. Et puis les amphibiens qui ont ensuite un cœur qui ressemble au nôtre en termes de circulation, puisqu'il a des poumons et il n'a plus de branchies, mais des circulations qui ne sont pas séparées. Et puis enfin, les mammifères à droite et les oiseaux et les reptiles qui dérivent de la même branche et qui ont, eux, des aortes un petit peu particulières, puisque si on regarde les oiseaux, ils ont l'aorte à droite, et donc ils vont avoir des arcs branchiaux qui vont persister de façon différente, et les reptiles vont avoir deux aortes, en particulier les crocodiliens, avec des arcs branchiaux qui sont là aussi différents, éventuellement un rôle du canal artériel qui est différent chez les reptiles. Donc revenons à notre canal artériel bien connu chez les mammifères et en particulier chez l'homme, donc dérivé du sixième arc, avec ces images anatomiques que vous voyez qui ressemblent en fait aux coupes des trois vaisseaux qu'on va voir chez le fœtus ou aux cours échographiques que vous faites habituellement, avec un canal artériel qui est à peu près aussi gros que l'aorte initiale chez le fœtus et qui a une géométrie de crosse qui permet au ventricule droit d'éjecter dans l'aorte descendante pendant la vie fœtale. Alors, si on discute des anomalies plus ou moins rares du canal artériel, on va discuter surtout des variants. Et le premier groupe de variants, c'est des variants d'origine du canal artériel et qui vont poser tous les problèmes des canaux artériels associés aux autres anomalies de régression
des arcs aortiques et en particulier à la position de l'arc aortique, s'il est gauche ou s'il est droit. Et dans l'arc gauche, vous savez que l'aorte à droite régresse et le canal artériel naît généralement de la concavité de la crosse après la sous-clavière, dont il est séparé par l'isthme aortique et se projette sur le toit de l'artère pulmonaire. Quand l'aorte est droite, avec une distribution en miroir, le canal artériel va naître du tronc artériel brachiocéphalique, mais en fait, il reste dans une position sensiblement normale et ne crée habituellement aucun problème. Et c'est ce que vous voyez sur les images ici, dans une cardiopathie, puisque c'est un enfant qui avait une atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire, avec ce canal artériel qui naît du tronc artériel brachiocéphalique, qui est parfois pas très facile à trouver en échographie, avec cette morphologie contournée en échographie, mais qui se projette tout de même au bon endroit dans la distribution en miroir des vaisseaux à destinée brachiale et cérébrale. Les autres variants sont des variants qui sont un petit peu plus difficiles à appréhender. Tout d'abord, quand il y a un arc gauche avec une artère sous-clavière droite rétro-ésophagienne, le canal artériel, lui, va toujours naître dans la même position et habituellement, ceci ne va pas poser de problème particulier. Quand il y a à l'inverse un arc droit avec une artère sous-clavière gauche rétro-ésophagienne, si le canal artériel naît depuis l'artère toujours au même endroit, autrement dit, le canal artériel est en position normale, à ce moment-là, on peut avoir une disposition que vous connaissez, qui est celle qui pourrait conduire à la formation d'un anneau autour de l'axe trachéo-œsophagien, et donc aux problèmes posés par les diverticules de Comrel en particulier, ou cette position du canal artériel. Je ne vais pas continuer cette liste qui est longue, mais sur cette image, vous voyez schématiser les variants du canal artériel dans les positions droites de l'arc aortique, avec des canaux artériels qui peuvent être soit en position normale dans l'image en miroir, c'est l'image en haut à gauche, et puis toutes les variétés, en particulier les naissances de la concavité sur des arcs droits, les naissances sur la concavité avec des projections sur l'artère pulmonaire droite ou sur l'artère pulmonaire gauche, qui vont aboutir pour certains à des distributions qui ne poseront pas de problème de conflit trachéobronchique ou trachéo-œsophagien, mais quand ils sont projetés de l'autre côté, bien évidemment, ça va constituer des anneaux. Il y a aussi des variants avec deux canaux artériels ou des variants avec une artère sous-clavière gauche rétro-ésophagienne et la formation d'un ring ou pas de formation de ring. Les autres variations qu'on peut voir et qui correspondent aussi à ces anomalies embryologiques de développement des arcs sont les canaux artériels doubles. Autrement dit, on peut avoir soit sur des arcs gauches, soit sur des arcs droits, une persistance du sixième arc et donc les distributions que vous voyez schématisées ici. Ce sont des anomalies qu'on rencontre fréquemment dans des atrésies pulmonaires avec communication interventriculaire, avec des artères pulmonaires qui peuvent être déconnectées et naître chacune séparément d'un canal artériel en position entre guillemets normale initialement, autrement dit qui naît soit de la concavité sur un arc gauche et se projette sur l'artère pulmonaire gauche et du TABC sur un arc gauche et qui se projette sur l'artère pulmonaire droite sans bifurcation pulmonaire, ou bien d'autres anomalies et avec des variants en fonction du fait que l'artère pulmonaire droite ou gauche naît du ventricule et que l'autre naît du canal artériel. Et vous voyez ici ces variations anatomiques que vous connaissez et qui posent bien sûr tous les problèmes de reconnexion des artères pulmonaires, avec ici donc une image d'une artère pulmonaire gauche qui naît d'un canal artériel alors que l'artère pulmonaire droite naît du tronc de la baie. Donc après ces variations liées à des régressions anormales des arcs bronchiaux ou à l'anomalie de position de l'arc aortique, eh bien, il y a les variations de forme du canal artériel lui-même qui sont plus ou moins fréquentes. Je pense que Zakaria et Guiti vous en parleront parce qu'elles posent des problèmes soit de mise en place de stents, soit de mise en place de prothèses pour occlure les canaux artériels. Et vous connaissez cette classification des canaux artériels en fonction de leur morphologie angiographique, décrite il y a très longtemps, au tout début de l'avènement des prothèses de fermeture du canal artériel. La forme tubulaire du canal artériel que vous voyez ici, ce sera celle du prématuré essentiellement, et c'est celle qu'on voit chez le fœtus.
Les formes de canaux artériels très larges, dites à forme de fenêtre, peuvent aussi poser un certain nombre de problèmes. Elles sont beaucoup plus rares. Et celle qu'on voit habituellement chez les grands enfants, c'est celle en forme de cône qui est quasiment faite pour accueillir les prothèses telles qu'elles sont designées aujourd'hui. Alors, ce qui va poser des problèmes, c'est la forme du canal artériel dans des cardiopathies congénitales, et en particulier dans les cardiopathies obstructives du cœur droit, comme la tétralogie de Fallot ou les atrésies pulmonaires avec communication interventriculaire. Et vous voyez ici, dans une tétralogie de Fallot, que le canal artériel est en position normale. Il naît également en position normale, puisque au cours du développement embryonnaire, il a dû être perfusé au moins pendant un temps de façon antérograde. Et puis, sa longueur est entre guillemets, un petit peu anormal, ce qui conduit à cette forme en S inversée et qui peut poser des problèmes pour l'implantation de prothèses, ou en tout cas pour calculer la longueur de la prothèse qu'on pourrait mettre dedans. D'autres variations morphologiques qui ressemblent à celles que je viens de vous montrer peuvent être présentes, en particulier des naissances plus précoces dans l'arche aortique du canal artériel, avec ici dans une atrésie pulmonaire, vous voyez cette naissance depuis la concavité avec également une forme en S, mais une direction du flux dans le canal artériel qui ne se fait plus comme si c'était une crosse depuis le tronc de l'artère pulmonaire vers l'aorte descendante, mais de façon, on dirait, antégrade depuis l'aorte ascendante, et on appelle ça classiquement le canal artériel poser des problèmes stratégiques ou de voie d'abord. Et je vous ai résumé ici ces deux morphologies qu'on voit dans les cardiopathies obstructives du cœur droit, celle avec un canal artériel en position habituelle, en tout cas depuis l'aorte, et qui s'implante sur l'artère pulmonaire normalement, et puis un canal artériel plutôt d'atrésie pulmonaire. Vous voyez que la flèche montre l'absence de tronc, qui a, de façon a priori constante depuis le début du développement embryonnaire, perfusé de façon intégrale les deux branches pulmonaires en naissant de la concavité de la crosse. Juste un tout petit détour pour ne pas oublier au passage les variations morphologiques en termes de disproportion de taille par rapport à l'aorte. Je vous rappelle que normalement le canal artériel est un petit peu plus gros que l'aorte ascendante chez le fœtus, et vous connaissez tous bien sûr la disproportion de taille qu'on observe dans les asymétries ventriculaires plus ou moins sévères qui vont aboutir aux coarctations de l'aorte que je n'évoque au passage. Et de la même façon, la forme du canal artériel dans les hypoplasies du cœur gauche, avec cette disproportion tout à fait considérable, canal artériel énorme, alors que l'aorte ascendante mesure 1 ou 2 mm. Quelles sont les pathologies qui sont associées à la... Il y a tout d'abord la fermeture anténatale du canal artériel, et cette fermeture anténatale du canal artériel va compromettre la décharge, on va dire, à l'éjection du ventricule droit et avoir des conséquences délétères chez le fœtus qui vont être de différentes natures. Effectivement, si le canal artériel se ferme, eh bien, il n'y a plus de possibilité d'éjecter pour le ventricule droit, et les conséquences sont à la fois physiologiques pendant la vie fœtale, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la défaillance cardiaque, je vous montrerai une image juste après, mais aussi un système de va-et-vient dans les branches pulmonaires proximales et le tronc de l'artère pulmonaire qui peut aboutir à dilater l'artère pulmonaire, à abîmer la valve pulmonaire et éventuellement à la détruire par un mécanisme de flux antégrade et rétrograde qui vient la laminer. Et voici donc des images de fermeture anténatale du canal artériel qui peuvent aboutir à ce ventricule droit extrêmement contraint, défaillant, hypokinétique, et éventuellement à de l'insuffisance cardiaque et de l'anasarque. Et vous savez que je n'évoque pas ici les causes de la fermeture anténatale du canal artériel, mais uniquement ses conséquences. Et les conséquences néonatales sont très souvent l'hypertension pulmonaire néonatale qui va régresser avec la naissance et la vasodilatation des artérioles pulmonaires. Mais il y a aussi des conséquences anatomiques qui ont été décrites à cette fermeture anténatale du canal artériel, que sont la présence d'une dysplasie valvulaire pulmonaire sténosante et plus ou moins fuyante, voire d'une disparition des valves pulmonaires qui sont réduites à des reliquats, et c'est l'agénésie des valves pulmonaires, pas celle qui ressemble à une tétralogie de Fallot, mais l'agénésie des valves pulmonaires à septum intact, qui peut être une conséquence de cette fermeture anténatale du canal artériel. En tout cas, c'est une des hypothèses. Donc,
les deux maladies, entre guillemets, qu'on peut voir, ou malformations acquises qu'on peut voir, sont les dysplasies valvulaires pulmonaires et l'agénésie des valves pulmonaires à septum intact, conséquence de la fermeture anténatale du canal artériel. Alors bien sûr, ceci est controversé, en tout cas pour la dernière anomalie congénitale, et vous savez qu'il y a d'autres malformations dans lesquelles on dit habituellement qu'il n'y a pas de canal artériel, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on en trouve de temps en temps. C'est le tronc artériel type 1, je ne parle pas du tronc artériel commun avec interruption de la crosse aortique, mais on voit dans des troncs artériels communs de type 1 un canal artériel persistant de temps en temps, alors qu'une des hypothèses serait étant donné qu'il n'est pas utile, il ne serait pas présent. Et c'est la même chose pour l'agénésie des valves pulmonaires avec communication interventriculaire ou tétralogie de Fallot avec valve pulmonaire absente, dans laquelle on peut voir également un canal artériel présent de temps en temps, ce qui fait que le mécanisme de l'agénésie des valves pulmonaires n'est probablement pas univoque. Et puis pour terminer sur l'absence de canal artériel, eh bien, il y a des formes d'atrésie pulmonaire avec CIV dans lesquelles le canal artériel est absent et les poumons vascularisés par des artères collatérales. Je reviens sur les anomalies des arcs pour évoquer des pathologies liées à la formation d'un anneau quand le canal artériel se ferme, un anneau qui peut être compressif. Et ceci peut se voir donc dans les différents types d'anomalies des arcs. Je vous montre ici quelques exemples, mais je montre surtout le mécanisme. Le principe, c'est sur un arc droit, par exemple, d'avoir une sous-clavière gauche rétro-ésophagienne. Et vous voyez que le ligament artériel ici vient rejoindre le toit de l'artère pulmonaire, il naît de la sous-clavière gauche rétro-ésophagienne sur un arc droit, et il va aboutir à la formation d'un anneau, d'un ring, qui va comprimer éventuellement l'ésophage et la trachée. Et le principe du traitement est de libérer l'anneau en coupant le ligament artériel dans cet exemple. Voici un exemple ici de canal artériel avec un diverticule de Comrel sur une distribution en miroir et brachial. Autrement dit, il n'y a pas de sous-clavière anormale, mais vous voyez là aussi que le ligament artériel vient créer un anneau autour de la trachée et de l'œsophage. Vous voyez ici l'image fétale qui ressemble à un double arc, en fait, avec deux crosses, la crosse droite et la crosse par le canal artériel depuis le tronc de l'artère pulmonaire. Et puis ici, la disparition et l'image virtuelle du ligament qui va créer cet anneau ici. On peut voir ça aussi dans bien d'autres anomalies. Je vous montre ici un exemple parce qu'il est bien connu, et c'est celui de l'artère pulmonaire gauche aberrante. Et ce n'est pas uniquement l'artère pulmonaire gauche qui cravate par en arrière la trachée et la bronche souche gauche que les choses vont être comprimées, en plus des anomalies morphologiques de la trachée, mais c'est aussi par la formation de cet anneau par le ligament artériel. Et vous voyez ici l'image échographique d'un diagnostic qui a été fait chez un bébé qui avait ce sling de l'artère pulmonaire gauche, mais en plus le canal artériel, où on voit bien l'image que forme cette anomalie et l'anneau autour de l'axe trachéo-œsophagien. Le canal artériel lui-même peut faire un sling, et il y a de très rares cas rapportés de canaux artériels qui naissent de la concavité de la crosse sur un arc gauche, avec ici un canal artériel qui vient rejoindre par en arrière de la trachée l'artère pulmonaire droite et créer ainsi un sling, et donc une compression, cette fois-ci sans anneau véritable, mais une compression latérale comme l'artère pulmonaire gauche aberrante. Juste aussi au passage, la pathologie liée à la fermeture du canal artériel, vous savez que le fait que le tissu ductal déborde sur l'isthme aortique est un des mécanismes supposés de la constitution des coartations discrètes isthmiques, et donc ces travaux ont été confirmés par une histologie. Je termine avec quelques anomalies très rares du canal artériel. Quelques anomalies très rares associées à des anomalies des arcs. Ici, une aorte cervicale. Une aorte cervicale, c'est une aorte qui monte quasiment sous la clavicule, qui peut même se voir dans le cou chez certaines personnes. Et donc, c'est une anomalie
qui peut être assimilé à une anomalie des arcs. Il y a différentes hypothèses. Le tronc veineux innominé que vous voyez ici est généralement situé dans la concavité de la crosse et on peut voir des variations très inhabituelles de la position du canal artériel, ici dans une aorte cervicale, avec probablement un bout de l'aorte droite initiale qui donne un tronc artériel brachiocéphalique et puis un canal artériel qui naît de la droite et qui descend sur l'artère pulmonaire droite. On peut voir des anomalies des canaux liées à la fermeture du canal artériel dans ce qu'on appelle les aortes circonflexes ou aortes encerclantes, une aorte qui commence d'un côté et qui continue de l'autre avec de très nombreux variants de position de la sous-clavière. Et en fonction de la position du canal artériel, comme chez ce patient, virtuellement, le ligament artériel était ici et il y avait une compression de l'axe trachéobronchique. De la même façon, on peut voir dans des aortes encerclantes des variants comme des doubles canaux. Je vous montre ici un patient qui est décédé, qu'on a vu avec deux canaux artériels qui naissent d'une aorte encerclante, qui commence à droite, qui se poursuit à gauche, et avec les deux petites étoiles qui encerclent la trachée. Une anomalie rare, c'est la persistance du cinquième arc, qui est un petit peu à la marge de notre sujet de ce soir du canal artériel, mais vous voyez qu'il y a différents types de persistance du cinquième arc, avec ou sans interruption de crosse, avec des positions variables de l'arche aortique principale, et que ce cinquième arc persistant, qui normalement régresse, et que vous voyez inscrit en chiffre romain en 5, eh bien peut on peut le confondre avec le canal artériel, puisqu'on peut avoir des aspects de triple, voire de quadruple crosse en échographie, quand le cinquième arc persiste. Il est plus ou moins coarcté et il est plus ou moins anastomosé au toit de l'artère pulmonaire, avec ou sans le canal artériel. Et donc, ces images-là sont des images parfois difficiles à comprendre en échographie et même en scanner. Et il faut penser à cette anomalie rare. On en voit un tous les 2-3 ans de persistance du cinquième arc. Généralement, la manifestation la plus fréquente est celle des anomalies de relation avec l'axe trachéo-œsophagien. Voilà ici cette coarctation avec en fait un double arc aortique horizontal et un petit canal artériel juste en dessous. Voilà la variation qui s'appelle le type 3 de Freedom, c'est lui qui avait décrit cette classification, où on a l'impression qu'il y a un canal artériel qui naît de l'aorte ascendante. En fait, c'est une persistance du cinquième arc qui est connectée au toit de l'artère pulmonaire gauche. Des anomalies rares. Il y a parfois des pièges, ce n'est pas le canal artériel qui vascularise l'artère pulmonaire, mais c'est tout le registre de ce qu'on appelle les vols sous-claviers, avec des artères sous-clavières qui naissent en fait de l'artère pulmonaire et on peut voir donc des flux qui ressemblent à des flux de canaux artériels dans l'artère pulmonaire. Et en fait, c'est un vaisseau à destinée théoriquement brachiale ou encéphalique, puisque ça peut être aussi les carotides ou le tronc artériel brachiocéphalique. On voit ça de temps en temps, en particulier chez des patients qui ont des délétions du chromosome 22. Je termine avec des exceptions. Les masses ou tumeurs du canal artériel, donc thrombus du canal artériel, c'est quelque chose qu'on peut voir en période néonatale. Ça peut mimer une fermeture anténatale du canal artériel. Vous voyez ici un petit thrombus en position de canal artériel, thrombose spontanée, thrombose venant du placenta, on n'en sait trop rien généralement. C'est possible que ce soit plutôt des thromboses spontanées. Voici une image de scanner. Vous voyez ici un très gros thrombus chez un patient qui s'étendait dans le tronc de l'artère pulmonaire, qui a été retiré chirurgicalement puisqu'il était responsable d'une grande défaillance cardiaque. Et puis ici, une vieille image d'angiographie de thrombose du canal artériel qui, elle, s'étendait dans l'aorte et qui mimait une interruption de la crosse aortique. Je n'ai pas mis les images aortiques parce que je ne les ai pas retrouvées. Voilà, dans des images très rares. Et puis, exceptionnellement, ça peut être autre chose qu'un thrombus. Et je vous montre ces vieilles images qu'on avait vues il y a une vingtaine d'années. C'était une tumeur ductale. C'est une très rare tumeur. Et quand le chirurgien l'a enlevée, elle descendait dans l'ordre descendante. Eh bien, l'analyse histologique a montré qu'elle était faite uniquement de tissu ductal. Donc, on a appelé ça un ductome. Et c'est bien sûr totalement exceptionnel. Les anomalies et les masses les plus fréquentes qu'on voit naître du canal artériel chez les patients plus grands, eh bien, ce sont les endocardites quand on essaye de prévenir en fermant préventivement ces structures. Dernières images pour
probablement pas être complet, mais essayer de faire un petit tour de toutes ces anomalies rares. Ce sont les anévrismes du canal artériel. On peut voir des canaux artériels énormes chez des nouveau-nés, qui se ferment généralement, mais les canaux artériels anévrismaux peuvent persister et donner des images tout à fait exceptionnelles chez l'adulte, telles que celles que vous voyez ici, avec des compressions des artères pulmonaires à proximité, des compressions des artères coronaires parfois, des shunts persistants de temps en temps, qui peuvent être volumineux, des anévrismes énormes, difficiles à réparer quand les patients sont grands, comme vous le voyez là, et puis des complications très rares, mais gravissimes, comme des dissections de l'artère pulmonaire et de l'aorte à point de départ du canal artériel, qui justifie que ces patients qui ont des canaux artériels persistants à l'âge adulte, avec des morphologies de ce type-là, soient étroitement surveillés et peut-être opérés préventivement, même si c'est de la chirurgie qui n'est pas toujours très simple. Voilà, je m'arrête ici.